Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Ravi de vous avoir à nouveau à l'écoute. Daniel Lallement au micro. Aujourd'hui, nous allons, après quelques annonces, passer à une étude sur la maladie de Lyme avec le professeur Perron que vous connaissez. Le temps passe vite. Le professeur Perron était déjà mon invité il y a 6 mois. Et j'ai tenu à le faire revenir aujourd'hui. Et il a eu la gentillesse d'accepter, tout simplement parce que la dernière fois, nous avions une avalanche de courriers qui a montré l'intérêt, plus que l'intérêt des auditeurs, des auditrices et des auditeurs pour le sujet de la maladie de Lyme. Alors, d'abord, nous aurons bien sûr le professeur Perron pendant 3/4 d'heure à 1 heure. Qui va nous parler de son parcours, qui va nous parler de la maladie de Lyme, parce que les auditrices et les auditeurs d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux d'il y a 6 mois. La façon dont la politique en France s'oriente, est-ce qu'elle va dans le bon sens, pas dans le bon sens, quels sont les centres dans lesquels on peut, pour l'instant, soigner la maladie. Donc, il y a à Garches le professeur Perron en personne, et puis il y a à Lannemezan le docteur Raouf Gauzy, que j'ai au téléphone, qui aurait souhaité être des nôtres aujourd'hui, au moins par téléphone, et qui, malheureusement, n'est plus libre et ne pourra pas intervenir. Mais je sais que le professeur Perron connaît bien... je vois qu'il sourit Lannemezan, donc il pourra nous en parler à la place. Alors, pour une fois, je vous demanderai, chères auditrices, chers auditeurs, d'être indulgents si y a un téléphone qui sonne, parce que nous souhaiterions avoir en ligne un jeune qui a été soigné précédemment par la professeure Perron, qui était, je crois, paraplégique ou complètement... et qui maintenant a recouvré la santé et souhaite, lui-même être médecin. C'est une belle vocation. Voilà. J'ajouterai que nous devrions avoir à 13h le maire Jean Ingré, le maire de Remiremont, qui est, comme vous le savez, la commune que j'habite, parce que Remiremont, si vous regardez une carte, est quasiment à la jonction de l'Alsace, de la Lorraine et de la Franche-Comté. Et il se trouve que l'hôpital, la maternité d'abord, est actuellement menacée. L'hôpital est menacé à terme. Et non seulement il faut se battre pour conserver cet hôpital, mais également il faut peut-être le conforter. Ça serait bien qu'on y mette un centre d'infectiologie, parce qu'il n'y a pas ce service. Alors moi j'apprécie beaucoup cet hôpital. J'ai été opéré il y a presque 2 mois maintenant, quand même, c'est pas d'hier. Une petite opération d'ailleurs pas bien grave, mais j'ai beaucoup apprécié le savoir-faire du chirurgien, j'ai beaucoup apprécié l'anesthésiste, et j'ai beaucoup apprécié le personnel infirmier qui a très bien manœuvré. Alors, j'aimerais beaucoup que nous sauvions cet hôpital qui est menacé, parce que à Épinal, à 25 km, il y a déjà un hôpital important. À Remiremont, c'est un hôpital important qui a été la création de Christian Poncelet. Il existait avant, mais je dirais c'est Christian Poncelet, ancien président du Sénat et ancien maire de Remiremont, qui a remis cet hôpital, qui lui a remis le pied à l'étrier, si j'ose dire, et par conséquent, qui en a fait un grand centre chirurgical. C'est le plus gros employeur du canton. Enfin, c'est quelque chose quand même qu'il faut essayer de maintenir et sauver. Voilà, donc nous aurons Jean Ingré, le maire de Remiremont, normalement. Il m'a donné son accord et il pourra se présenter. Voilà. J'en viens à quelques annonces que je voudrais faire avant notre émission. D'abord, bien entendu, comme beaucoup qui se sont succédés au micro de Radio Courtoisie, votre radio préférée, qui vit de vos dons et de vos cotisations, ne l'oublions pas, ça vient d'être rappelé il y a quelques instants. Donc je voudrais commencer par un hommage au colonel Arnoux Beltrame, qui a montré son esprit de sacrifice à Trèbes, à côté de Carcassonne, et qui est tombé victime de la barbarie, de la barbarie. Voilà, tout simplement. Donc pensez aussi pour les autres victimes de Trèbes, parce qu'il n'a pas été tout seul. Et par conséquent, je vous demande de vous associer à cet hommage.
Ensuite, je voudrais vous parler d'un cycle de conférences qui est de 4 conférences. Il y en a déjà une qui a eu lieu, c'est le site DiploWeb, le professeur Verluis qui mène ces conférences, dont le thème général est l'Europe face à ses contradictions. Alors je ne sais pas s'il est encore temps de vous inscrire, mais vous pouvez vous porter sur le site DiploWeb et peut-être prendre contact si c'est possible. Ça se passe très bien. C'est à Paris, donc par conséquent, tous ceux qui tournent autour de Paris peuvent facilement accéder à ces conférences. Je voudrais aussi mentionner un basculement géopolitique extrêmement important que nous venons de connaître, de vivre, avec la réélection de Vladimir Poutine en Russie, avec la réélection de Viktor Orban en Hongrie, avec le développement du Visegrad, qui sera peut-être d'ailleurs notre prochaine émission, le groupe de Visegrad qui comprend donc la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Également l'Autriche qui vient d'élire un jeune chancelier de 31 ans tout à fait dans la tradition autrichienne de neutralité. La réélection du président de la République tchèque, qui souligne la déliquescence de l'Europe, dont j'ai déjà parlé. En tant que pan-européen, bien sûr, je ne peux que la constater et considérer qu'il faut trouver une alternative à laquelle nous travaillons. Alors, je rappelle quand même que les pan-européens ne sont pas les gens de l'Union européenne, ne sont pas des Bruxellois. Nous considérons même que Bruxelles est une erreur stratégique qui a duré 60 ans et qui devrait d'ailleurs s'effondrer d'elle-même, on ne sait pas quand, mais certainement dans pas longtemps. En ce qui concerne l'Union pan-européenne de France, nous sommes en pleine croissance. Nous passons au stade international et nous allons mettre en place 3 structures. Il me semble que j'en ai déjà parlé. L'une qui est une structure générale politique, qui reste une ONG, c'est pas un parti politique, et qui a pour vocation de défendre la mémoire de Coudenhove-Kalergi, de la promouvoir, de dire la vérité sur cette affaire-là, puisqu'il y a actuellement une manipulation en cours de niveau international pour essayer de déconsidérer Coudenhove-Kalergi et les pan-européens. Je ne peux que regretter, personnellement en tout cas, en tant également que vice-président de Rassemblement pour la France, l'expédition de Syrie, qui se résume à une sorte de diplomatie de la canonnière finalement, parce que ça ne va pas très loin, mais dont on aurait parfaitement pu se passer, car le jour où il faudra reconstruire le Moyen-Orient, eh bien nous risquons fort de nous faire fermer la porte et de nous faire montrer la porte d'à côté, au profit, bien entendu, des Russes, des Chinois et autres. Voilà. Donc c'est une erreur économique, c'est une erreur politique, et c'est sans grand effet militaire. Je voudrais signaler aussi une réunion qui a eu lieu précisément à la représentation commerciale russe vendredi dernier et qui a été extrêmement intéressante et au cours de laquelle on a entendu le représentant du Tatarstan, c'est la région de Kazan. Donc, et également a été soulignée l'importance de Moscou pour les investissements. Également, les nombreuses zones économiques spéciales, qui sont des zones franches, c'est un autre nom qui a été utilisé pour les zones franches, et qui ont toutes les caractéristiques de zones franches. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, parce que les conditions d'investissement sont tout à fait intéressantes et peuvent intéresser les entreprises françaises, mais qu'elles peuvent être également intéressées par les possibilités d'exportation. Chères auditrices, chers auditeurs, j'en ai terminé avec les présentations d'usage et je me tourne vers le professeur Perron pour lui demander de prendre la parole et de commencer je lui poserai, vous savez, la question terrible, professeur Perron, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis médecin spécialiste en maladies infectieuses et tropicales, donc professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin et chef de service à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, qui dépend de l'assistance publique hôpitaux de Paris.
J'ai découvert la maladie de Lyme quand j'étais jeune interne, au début des années 80. J'avais eu la chance de travailler aux côtés d'un éminent médecin, le docteur Éric Dournon, qui malheureusement est décédé aujourd'hui, et qui a été le pionnier en France de la maladie de Lyme, parce qu'il avait découvert par hasard un peu cette maladie aux États-Unis. Et il avait ramené dans sa poche les kits pour faire les premiers tests diagnostiques, la culture de la bactérie, les sérologies, là où on recherche les anticorps, qui sont des tests maintenant très décriés, mais qui à l'époque étaient nouveaux. Et puis petit à petit, j'ai découvert que la maladie telle qu'elle était décrite officiellement n'était pas du tout la maladie réelle. Et ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis des malades atteints de maladie de Lyme chronique ou de maladies voisines. Combien de malades par an en moyenne ? J'ai pas fait de statistiques parce que comme j'étais tout seul, j'ai pas pu faire de registre, oui, mais c'est probablement des milliers de malades. Mais des milliers de malades. En 20 ans, oui. Ah oui, c'est quand même considérable. Il ne faut pas négliger cette maladie. Alors, une petite parenthèse en souriant, j'ai ma fille cadette qui vit en Australie et qui m'a envoyé par Facebook, je m'excuse, je regarde le cochon, non, il ne bouge pas, et qui m'a dit « J'ai mangé une glace aux insectes ». Alors, je lui ai demandé si c'était bon. Elle a dit oui, ça va. Enfin, elle n'a pas eu l'air enthousiasmée. Mais elle m'a dit je n'avais plus faim, c'est fini là. Alors, je lui ai dit ça t'a coupé l'appétit. Elle dit non, c'est pas du tout ça. C'est que j'avais plus faim. C'est sûrement pas mal de protéines, etc. Alors, ça me fait penser à une chose, dont c'est une taquinerie au passage, c'est qu'on pourrait peut-être essayer de capturer les tiques et puis essayer d'en faire des insectes comestibles et de la glace d'insectes. Voilà, mais on dit que les insectes sont l'avenir pour les sources de protéines pour l'homme. Et en fait, les gros prédateurs de tiques dans l'environnement de l'homme, ce sont les poules. Mais les gens ont moins de poules dans leur jardin devant chez eux. Mais avant, si on avait des poules devant sa maison, ça nettoyait bien le terrain. Ah oui, les poules mangent les... Oui, tout à fait. Très bien, oui. C'est parfait. C'est parfait. Alors, on m'envoie un premier message, c'est une dame qui dit « Monsieur l'Allemand, j'apprécie beaucoup vos émissions. » Je le lis, je ne l'ai pas lu. « Que j'écoute régulièrement. Pour l'hommage au colonel Bertram, vous avez dit qu'il était victime de la barbarie, sans préciser laquelle. Il est indispensable de préciser que c'est la barbarie islamique, car il est mort égorgé. » Oui, très bien. Mais je crois que beaucoup, chère madame, bien sûr, j'accuse réception tout à fait de votre message, mais je pense que beaucoup de nos auditeurs connaissent les circonstances dans lesquelles le colonel Bertram est mort et par conséquent n'ont pas d'erreur sur la culpabilité. Voilà, je reviens au professeur Perron et donc... Alors, si vous voulez éviter, chères auditrices, chers auditeurs, les tiques dans votre jardin, mettez-y des poules. Et à ce moment-là, vous serez débarrassé. Les poules se régaleront. C'est comme les moutons qu'on met au piquet pour les tondeuses à pâtes. Voilà, donc c'est l'utilisation des animaux au mieux de nos intérêts humains. Voilà, donc oui, très bien, professeur Perron. Vous avez donc fait vos études de médecine d'abord. L'infectiologie, il faut un certain nombre d'années de spécialisation. Ça se passe comment ? Alors, jusqu'à une période récente, c'était une surspécialité. Ce n'était pas une spécialité à part entière. Il fallait d'abord être, par exemple, reconnu en médecine interne, dans une autre spécialité, en pneumologie, en dermatologie. Après, on se spécialisait en maladies infectieuses. Et maintenant, depuis, c'est tout récent, c'est devenu, comme dans la plupart des autres pays européens, une spécialité à part entière, parce que ça devient une spécialité majeure dans l'environnement médical actuel. Oui, d'accord, je comprends bien. Moi qui ai vécu outre-mer, d'ailleurs, j'ai eu à mon retour un examen sérieux, approfondi en infectiologie pour voir si je n'avais pas attrapé je ne sais quelle vermine et je ne sais quelle maladie dans le sang. Ça s'est passé à l'hôpital Claude Bernard. Je ne sais pas s'il existe toujours. C'est là où j'ai été formé. Et maintenant, l'ancien hôpital Claude Bernard, qui était à la porte d'Aubervilliers, a été rasé malheureusement. Parce qu'à l'époque, les politiques, aussi bien en France qu'aux États-Unis, avaient décidé que les maladies infectieuses n'existeraient plus, qu'il y avait les progrès de l'hygiène, les vaccins, les antibiotiques, et que c'était des maladies du Moyen-Âge.
Et puis, juste après, pour leur donner raison, il y a l'épidémie de sida qui leur est tombée dessus. Et puis, depuis, de nombreuses épidémies. Donc, c'était une illusion du monde soi-disant moderne qui pensait qu'il n'y aurait plus d'infection. Oui, alors s'il y avait une illusion uniquement dans le milieu médical, ça aurait été à la limite restreint, mais ça a été un état d'esprit qui était général, malheureusement. Malheureusement. Voilà, donc très bien. Et maintenant, donc, si vous pouvez nous parler un peu de l'exercice de votre métier, j'allais dire votre profession et votre vocation, là où vous êtes. Et puis peut-être qu'on parlera aussi, si vous voulez bien, du deuxième pôle qui existe en France, qui est celui de Lannemezan, où le docteur Gauzy donc n'a pas pu être des nôtres, mais je pense que vous connaissez bien et que vous pourriez nous en dire un mot. Je le connais très bien. Alors, dans mon exercice médical, bien entendu, je ne m'occupe pas que de la maladie de Lyme, mais de toutes les maladies infectieuses, que ce soit les méningites, les infections osseuses, la tuberculose et bien sûr l'affection à VIH-Sida et beaucoup de choses, les hépatites virales. Mais de plus en plus, en tout cas dans ma consultation ambulatoire, je dirais ma consultation externe, j'ai pratiquement plus que des malades atteints de maladie de Lyme depuis de nombreuses années. En hospitalisation, je ne peux pas mettre que des maladies de Lyme dans mon service, il y a beaucoup d'autres infections à prendre en compte. Alors, le docteur Raouf Gauzy à Lannemezan, dans les Pyrénées, est un praticien hospitalier qui était chef de service des maladies infectieuses dans cet hôpital. Et lui aussi, il a découvert, il y a déjà plus de 10 ans, la problématique des formes chroniques de la maladie de Lyme, et il s'y est consacré. Donc nous sommes uniquement 2 services hospitaliers en France à s'occuper de ces malades. Après, heureusement, il y a beaucoup de médecins généralistes, je ne sais pas combien exactement, c'est peut-être entre 100, 200, qui prennent en charge très bien ces malades. D'accord. D'accord. Alors, vous m'aviez annoncé d'ailleurs peut-être du nouveau concernant les pouvoirs publics et la manière dont la maladie de Lyme est appréhendée par les pouvoirs publics. Est-ce que ça a bougé depuis 6 mois ? Alors, ça bouge parce que c'était Marisol Touraine, quand elle était ministre, qui avait reconnu en public l'errance, la souffrance de nombreux malades et qui avait décidé de lancer un plan national pour la maladie de Lyme et les maladies vectorielles à tiques. Alors, dans ce plan, ça met en jeu beaucoup de directions d'agences sanitaires nationales. Il y a plusieurs volets, un volet prévention, un volet recherche, etc. Et moi, je suis dans un groupe qui essaye de revoir comment on peut progresser sur les méthodes diagnostiques et les traitements. Oui. Donc les travaux de ce groupe sont terminés. Bon, on a encore un peu des discussions sur le texte final. Ça a été validé par le Collège de la Haute Autorité de Santé il y a quelques jours. Donc normalement, ça devrait être publié très prochainement. Ça dépend des autorités de santé. Mais je ne vous cache pas qu'il y a encore beaucoup de combats et de discussions violentes au sein des spécialistes médicaux dans ce domaine, car la plupart des médecins ne veulent pas reconnaître l'existence de cette maladie et continuent d'envoyer les malades en psychiatrie. À ce point-là ? Ah oui, c'est terrible. C'est le quotidien vécu par des dizaines de milliers de malades en France tous les jours. Mais pourquoi en psychiatrie en particulier ? Parce que dans la maladie de Lyme, c'est cette maladie due à une piqûre de tique, où la tique, vous ne la voyez pas toujours, vous en souvenez 1 fois sur 4 parce qu'elles peuvent être minuscules. 1 fois sur 2, vous avez une tache rouge centrifuge autour de la piqûre qui peut disparaître toute seule et qui est inconstante. Et après, il faut reconnaître, pour le médecin comme pour le malade, le diagnostic est difficile. Parce que de quoi se plaignent les malades au début ? C'est de la fatigue, mais fatigue qui peut être invalidante, empêcher d'aller travailler, des douleurs, alors articulaires, musculaires, neurologiques, et ces douleurs peuvent changer de place. Mais la fatigue et les douleurs, ça ne se mesure pas avec un appareil. Donc soit le médecin vous écoute, il vous croit, soit il vous dit « écoutez, ne m'embêtez pas, c'est le stress, c'est psychosomatique ». Donc déjà, d'emblée, c'est mal parti parce que ce n'est pas toujours des signes visibles. Alors après, il apparaît presque toujours au bout d'un certain temps des signes visibles. Le cœur peut s'accélérer, on peut l'enregistrer sur un électrocardiogramme, on peut avoir une paralysie faciale, on a la bouche de travers, on peut avoir une IRM cérébrale qui n'est pas normale avec des signes cliniques variés, on peut avoir des anomalies articulaires que le rhumatologue peut constater, des trucs bizarres sur la peau aussi qu'un dermatologue peut constater. Mais à ce moment-là, on peut avoir pratiquement les mêmes symptômes dans beaucoup d'autres maladies. Donc le spécialiste ne va jamais penser à la maladie de Lyme, il va toujours trouver un autre diagnostic. Et puis quand il ne sait pas trop, il vous dit qu'il y a des diagnostics fourre-tout comme fatigue chronique, fibromyalgie. C'est une façon un petit peu de se débarrasser du malade. Et puis vraiment, quand le malade insiste un peu trop, bien à ce moment-là, on l'envoie vraiment en psychiatrie. Et il y a des gens qui sont enfermés contre leur gré. Le médecin convainc la famille de signer des papiers pour
la privation de liberté. Oui, Et ça oui. se produit malheureusement aussi avec les enfants, où j'ai vu des cas dramatiques. J'ai pu en sauver quelques-uns, mais pas beaucoup, parce que je ne suis pas pédiatre et c'est difficile. Mais des enfants qui ont menacé les parents de leur retirer la garde, et des enfants qui ont été enfermés en À ce point-là. psychiatrie. Ben oui, et c'est le cas du petit Yannick Schren qui a écrit ce livre remarquable qui vient de sortir chez Flammarion. Donc c'est le livre Yannick Schren, c'est le 11 mois d'enfer chez Flammarion. Et il a écrit ce livre avec sa maman. Et ça m'a beaucoup touché parce que ce livre est très émouvant. Je l'ai connu, il avait 13 ans, mais il a été déjà malade depuis plusieurs mois. Il était paraplégique, presque tétraplégique, il bougeait à peine les mains. Il avait la peau sur les os, j'ai cru qu'il sortait d'un camp de concentration quand je l'ai vu. Et il était quasiment en train de mourir. Tous les médecins qui l'avaient vu, et puis les psychiatres, avaient convaincu tout le monde que c'était dans sa tête, que c'était un simulateur, que les parents étaient fautifs, qu'ils étaient la cause de la maladie de leur enfant. J'étais effaré quand j'ai vu tout ça. Alors quand on regardait bien, ses parents lui avaient offert un chien, il avait déménagé, il habitait à côté d'une forêt, il était tout le temps dans la forêt. Il a vu cette tache rouge en cocarde autour du nombril, le fameux érythème migrant que sa maman avait photographié, et le médecin n'avait pas pris ça au sérieux. Et après, quand il est tombé paralysé, il n'a eu aucun examen sérieux neurologique. Et tout de suite, et jusqu'au bout, on lui a collé l'étiquette fou, ce qui est absolument ahurissant. Et quand je l'ai récupéré, il était quasiment mourant, et il a fallu 2 mois, en 2 mois d'antibiotiques, il a pu remarcher. Mais c'est terrible, la psychiatrie. Hein, c'est un monde infernal. Alors, on peut peut-être aller un peu plus loin avec ce jeune homme. Vous n'avez pas de nouvelles? Il m'a envoyé un message là, qui malheureusement il ne pouvait pas se connecter aujourd'hui. Mais désolé. Ah bon? Non, mais on peut l'appeler. Hein. Ah oui, mais... Non, il peut pas. Il vient de m'envoyer un message qu'on ne pouvait pas le joindre parce qu'il est, il est à l'école aujourd'hui, au lycée. Ah oui, il faut le laisser travailler. Alors, donc Yannick Schren, S-C-H-R-A-E-N. C'est donc un nom du Nord, hein, un nom flamand, et je crois qu'il est de la région de Lille, c'est ça? De la région de Lille, oui. Oui, voilà. Donc, 11 mois d'enfer, ça s'appelle, le professeur Perron vient de le dire, mais je le répète, 11 mois d'enfer, préface du professeur Perron, la maladie de Lyme, comment j'ai failli mourir, et c'est chez Flammarion. Je n'ai pas lu le livre, mais je pense que ça doit être extrêmement intéressant, extrêmement touchant. J'ai eu moi-même des camarades quand j'étais jeune. Bon, j'étais un petit peu plus jeune que ça, mais j'ai eu des camarades qui sont morts d'un empoisonnement à l'oxyde de carbone, etc. J'avoue que ça me frappe toujours beaucoup, ce genre d'affaires. Voilà. Alors, le professeur Perron lui-même a écrit La vérité sur la maladie de Lyme. Je ne sais plus si on l'avait signalé là il y a 6 mois, mais je vous le signale maintenant. C'est donc Odile Jacob, donc vous pouvez vous le procurer par les moyens que vous voudrez, soit votre libraire favori, soit peut-être par Amazon. Je ne sais pas si vous êtes sur Amazon. Oui, bon. Voilà, donc c'est très facile. Hein. Vous allez sur Amazon, vous cherchez La vérité sur la maladie de Lyme ou vous tapez Christian Perron. Vous arriverez dessus et vous faites les clics nécessaires, y compris mettre votre numéro de carte bancaire. Et vous recevez le bouquin dans les 48 heures en général. Moi, je l'utilise beaucoup et ça marche très, très bien. Voilà. Alors, je pense que vous êtes au courant, chers auditrices, chers auditeurs, de la prochaine fête de la courtoisie qui aura lieu le 11 juin, bien entendu. Vous pouvez y assister. Le professeur Perron, je l'ai invité, je pense qu'il viendra. Il présentera son livre, ce qui est aussi une manière éventuellement de vous le procurer. Peut-être qu'on mettra le livre du jeune Yannick Schren, pourquoi pas, également à disposition des visiteurs. Voilà, alors donc nous en arrivons maintenant. Cette maladie, effectivement, moi je suis très effrayé par ces affaires de psychiatrie parce que je m'intéresse aux questions de psycho, de psychiatrie, même si je ne suis pas médecin depuis presque 50 ans maintenant. C'est dire que c'est des sujets qui sont gravissimes. Et puis on a connu aussi les asiles psychiatriques dans les dictatures, le rôle des psychiatres pour essayer de choquer, de rétablir, de réorienter les patients. On a connu ça en URSS.
Je pense que maintenant c'est fini quand même, mais vous voyez que même chez nous, il faut faire très attention parce que même chez nous, il peut y avoir comme ça des enfermements de gens arbitraires, de gens qui ne sont pas malades et ou qui ont d'autres maladies et qu'on essaye de soigner de cette façon-là, ce qui est certainement très inefficace, je suppose. Ah, bien entendu, mais malheureusement, les malades, toute cette situation est cachée parce qu'on ne visite pas les hôpitaux psychiatriques, les gens sont enfermés, on essaie de couper les ponts avec la famille. Et c'est c'est terrible. C'est a posteriori. Moi, j'ai eu des malades qui ont guéri, des adultes, qui m'ont raconté leur calvaire. C'est maintenant qu'ils sont guéris, qu'ils ne souffrent plus du tout. La première chose qu'ils ont fait, c'est de s'occuper de leur famille, de reprendre un travail à temps plein. Mais ils peuvent raconter les souffrances horribles qu'ils ont eues. Ils avaient des douleurs quasiment de niveau 10 sur l'échelle de la douleur, qui auraient nécessité de la morphine, tellement on leur broyait les os. La maladie de Lyme peut faire très mal dans certains cas. Comme si on vous brûlait avec un fer à repasser, quand vous plantez des poignards. En face, ils avaient des psychiatres qui rigolaient en disant les douleurs, vous les inventez, vous les créez dans votre tête, et ne donnant aucun antalgique, c'est aucun produit pour la douleur. Ah, même pas d'antalgique, rien du tout. Ah ben non, parce que c'était des douleurs fantasmées. Oui. Et moi, j'ai des malades qui peuvent témoigner, qui ont vécu un calvaire total, quelquefois pendant plusieurs années. Alors, est-ce que vous estimez que la répartition, puisqu'il y a seulement 2 centres, le vôtre et celui de Lannemezan, est-ce que vous estimez que ces centres sont suffisants pour traiter la maladie de Lyme, une fois qu'elle est détectée, comme telle d'ailleurs, ou est-ce que vous pensez qu'il faudra encore renforcer cette... C'est largement insuffisant. Alors, les autorités prévoient de créer quelques centres un peu labellisés, centres experts, où les médecins de ville pourront se référer pour avoir des avis éclairés. C'est intéressant, ça, oui. Mais ce qui est important, et nous l'avons demandé, c'est que les associations de malades soient représentées dans le comité de pilotage de ces centres. Parce que déjà aujourd'hui, il y a quelques villes comme... par exemple Strasbourg, Nancy, Orléans, qui avec l'aide des agences régionales de santé, les fameuses ARS, ont reçu des financements pour faire des centres pilotes pour la maladie de Lyme, mais c'est une véritable catastrophe. Les malades sont furieux parce qu'ils appliquent les anciennes directives, utilisent des tests qui ne sont pas bons et ils disent au bout de 3 semaines d'antibiotiques aux gens qui sont guéris. Donc on n'a pas progressé d'un poil. Et pourtant, ces médecins, les autorités, l'agence de santé du département va dire, regardez, nous avons fait beaucoup pour la maladie de Lyme, nous sommes pionniers. Et ça, c'est une supercherie, quoi. Il faut vraiment des centres qui écoutent les malades, qui les prennent en charge correctement, en réseau avec les médecins de ville, les généralistes. Donc il y a du boulot, parce que ça ne va pas être facile. Bon, tout un travail de lobbying à faire. Alors, est-ce que les associations de lobbying, tout un travail de pression. Non, le cochon n'a pas bougé. Décidément, il est très indulgent avec moi. Et donc, un travail de pression, de groupe de pression à faire. Donc, qu'est-ce qui est fait de ce côté-là? Les associations, est-ce qu'elles font le poids? Est-ce qu'elles sont suffisamment dynamiques? Je ne veux pas vous Les associations vous gêner, sont dynamiques. Il y a différents types d'associations. Il y a des associations qui se sont mises ensemble dans la Fédération française contre les maladies vectorielles à tiques, FFMVT. Si vous faites ffmvt.org, vous avez un site internet qui explique tout. Il y a donc 3 associations, France Lyme qui est une des principales, et puis le Relais de Lyme et l'Impact, qui se sont mises ensemble avec un collège de médecins et de chercheurs. Donc il y a plus de 100 médecins, chercheurs, y compris des chercheurs de très bon niveau. C'est quand même une information qui soutiennent le combat pour la reconnaissance de la maladie de Lyme. Et nous avons créé un conseil scientifique que je préside au sein de cette fédération. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a des détracteurs de la maladie qui disent « ceci n'existe pas, les publications ne montrent rien », nous pouvons répondre avec des données scientifiques solides et dire « non, c'est pas vrai, et vous n'avez pas lu ces publications-là qui montrent le contraire de ce que vous racontez. Et maintenant, la science est de notre côté. » Et plus la science est de notre côté, plus nos détracteurs, qui sont des grands dénégateurs, disent que la science est de leur côté. Et là, j'ai souri ce matin en voyant un communiqué fait par l'AFIS, qui est une association française de je sais pas quoi dans la science, qui nous attaque de façon très virulente depuis des mois en disant que nous sommes l'anti-science, nous sommes des charlatans, que c'est honteux. Et
ils ne sont pas capables de fournir une seule publication scientifique qui contredise la réalité de la maladie de Lyme chronique. On se croirait en politique. Ah ben c'est de la politique. C'est plus de la politique que de la science, malheureusement, aujourd'hui. Et je crois qu'il faut revenir sur Terre avec des bonnes données solides. Alors, c'est vrai que les détracteurs disent qu'il n'y a pas beaucoup de données scientifiques publiées sur la maladie de Lyme. Mais oui, parce que pendant 30 ans, on a fait 0 recherche, ou pas de recherche sérieuse. Donc, c'est vrai qu'on manque cruellement de données. Je suis entièrement d'accord. Mais il y a quand même, dans le monde, des milliers de médecins qui savent gérer des maladies de Lyme chroniques, qui ne guérissent pas tout le monde, hein. Tous les médecins, on reconnaît qu'on améliore 80% des malades, donc il y a 20% d'échec total. Oui, parmi les 80%, tout le monde n'est pas complètement guéri. Il y a des gens qui sont améliorés, d'autres très améliorés, d'autres guéris. C'est pas encore l'idéal, mais on a tous un petit peu la même façon de procéder. Mais c'est vrai que toute cette prise en charge, pour l'instant, n'est pas du tout cadrée, n'a pas été évaluée de façon sérieuse. Et moi, j'étais le premier à vouloir demander une évaluation depuis des années et des années. Mais quand il y a plusieurs années, je demandais de l'argent pour financer une étude, pour valider tout ça, on me disait non, pas d'argent pour une maladie imaginaire. Ah bah oui, c'est ça. Et voilà. Alors, si on est dans le déni. Voilà, on est dans le déni. L'argent pour la tuberculose, l'hépatite C, je ne dis pas que c'était facile d'avoir de l'argent, mais on finissait par y arriver. Ou le VIH, bien sûr, où il y a beaucoup d'argent. Mais pour la maladie de Lyme, non. Alors que les cas sont très nombreux en France. La maladie de Lyme est multipliée par 10, d'après les statistiques officielles, depuis 2006. C'est-à-dire qu'en une dizaine d'années, multipliée par 10, c'est énorme. Et on a l'impression que ça vire à la pandémie. Voilà, c'est déjà la pandémie. C'est une large sous-estimation. Parce qu'aux États-Unis, ils reconnaissaient 30 cas pour 100 000 habitants il y a quelques années. Maintenant, ils en sont à 300 000 cas pour 100 000 habitants chaque année. Donc, il y en a partout. Et sur l'ensemble des États-Unis ou certaines zones? Alors, ça a démarré surtout sur la côte Est, mais maintenant, ça envahit l'ensemble des États-Unis progressivement. Et en Europe, ça a démarré en Europe centrale et ça envahit aussi l'ensemble de l'Europe. Il y a des Borrelia. Le Borrelia, c'est le nom de la bactérie. Oui. Il y a des cousines de la Borrelia de la maladie de Lyme. Il y en a plusieurs qui déjà peuvent donner la maladie de Lyme. Et il y a des cousines qui peuvent donner des tableaux voisins avec de la fièvre, des tas de problèmes dans tous les organes. Alors, celles-là, on sait qu'elles sont répandues dans le monde entier. Il y a des dizaines et des dizaines d'espèces différentes. Il y en a en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Mais là, personne ne les étudie. Elles ont été décrites dans les années 20, les années 30. J'allais vous poser la question. Est-ce qu'il y a des études qui sont lancées? Est-ce que déjà, il y en a suffisamment en France, des études? En France, les études qui ont été faites par le centre de référence de Strasbourg, c'est pitoyable. Ils ont dit que leur test était fiable à 100%, alors qu'il n'y a aucune donnée scientifique sérieuse pour le dire. Et ils n'ont pas vraiment fait de vraies études. Quand on leur demande de s'intéresser aux autres Borrelia qui peuvent donner des problèmes de santé, ils disent c'est pas la peine, c'est pas la maladie de Lyme. Quand on leur demande de tester des nouvelles techniques, que la sérologie qui est pas bonne et qu'on ne pourra jamais bien calibrer pour des raisons techniques, ils refusent de faire de la recherche sur les autres techniques en disant elles ne valent rien, sans aucun argument scientifique à chaque fois. Oui, c'est ça, c'est un déni, on affirme, voilà. On écarte d'un revers de main, c'est du négationnisme scientifique, tout simplement. Oui, c'est tout à fait lamentable. Alors, est-ce que vous pensez, parce que là, c'est donc le Pan-européen qui parle, est-ce que vous pensez qu'une action au niveau européen, ça serait utile? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, il y avait un député des Vosges, M. Vanson, qui avait essayé de faire une loi européenne. Je sais qu'il ne s'est pas représenté à la députation, mais malheureusement, la loi à l'époque n'avait pas pu aboutir. C'était il y a plusieurs années. Beaucoup d'autorités de santé étaient un peu dans le déni. Il y a eu des blocages. Oui. Je pense que ça va rebondir. D'ailleurs, le Parlement européen a voté des motions, je n'ai plus le numéro ni les dates exactes, pour dire que la maladie de Lyme devenait un problème de santé publique majeur en Europe. Le Parlement européen? Oui, que ça mettait en jeu le pronostic vital de beaucoup de gens, et ça a été listé dans les 30 maladies prioritaires de l'Europe. Très bien, oui. Et à côté de ça, nous avons nos médecins qui disent que la maladie de Lyme, on s'en moque, c'est quelque chose de très rare, ça guérit tout seul, il n'y a pas de forme sévère. Et donc on croit rêver, parce qu'il y a un décalage entre la réalité scientifique, ce qui est publié, et ce que continuent de raconter beaucoup de médecins. D'accord. Alors, il se trouve que Vanson, je le connais bien, ça a été mon député, il ne s'est pas représenté, c'est vrai. Je ne vous cache pas que je ne suis pas dans les meilleurs termes avec lui, mais ça, c'est d'autres problèmes.
Et je sais qu'effectivement, vous me rafraîchissez la mémoire, à un moment, il parlait beaucoup de la maladie de Lyme. Il avait même, je crois, été mandaté par l'Assemblée nationale pour procéder à des études. Je note avec intérêt quand même que le Parlement européen, avec tous les défauts qu'on lui connaît, a donc mené des recherches, des études, a pris des positions. Je vais essayer de me brancher là-dessus, si j'ose dire, et éventuellement voir qu'est-ce qu'on peut mener comme action, de manière à avoir une espèce de front commun européen, ou pan-européen. D'ailleurs, je ne sais pas si la Russie est concernée par la maladie de Lyme. Vous avez parlé d'Europe centrale, c'est possible que les tiques aussi se diffusent en direction de l'Est. C'est pas impossible. Et par conséquent, il est peut-être tout à fait intéressant de se brancher sur le problème et de voir comment on peut faire avancer. Moi, mon but, c'est évidemment de faire avancer par des moyens politiques. Parce que je n'ai pas d'autres moyens, mais par des moyens politiques, par des moyens d'intervention, par des moyens de pression. Et je vais d'ailleurs en saisir Joseph Daul, le président du Parti populaire européen, en attirant son attention là-dessus. Comme c'est un Alsacien, en plus c'est une région qui est infectée, par conséquent, il devrait être, à mon avis, réceptif. On verra bien. On verra bien. Voilà. Donc, je voulais ajouter qu'il y a un groupe parlementaire officiel qui s'est créé à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. On peut trouver la composition sur Internet. Et quand j'étais dans le Cantal récemment, j'ai rencontré le coprésident de cette commission, qui est Vincent Decoeur, qui est le député du Cantal. Et il m'a dit qu'ils allaient démarrer des travaux pour essayer de voir comment on pouvait avancer. Et je sais qu'il y a aussi quelques sénateurs qui se sont réunis récemment. C'est une bonne nouvelle, ça. Donc j'espère que ça va bouger avec l'aide de politiciens motivés. Oui, avec l'aide de politiciens, comme vous dites. Voilà. D'accord, écoutez, espérons-le. Alors oui, en Europe, dans des pays comme l'Autriche, la Hongrie, la République tchèque, etc., est-ce qu'on a connaissance de maladies de Lyme ? Il y a énormément de cas. Alors, on n'a pas toujours des statistiques très fiables, mais on commence à avoir des statistiques de plus en plus venant de Pologne, par exemple. Et dans le sud de la Pologne, ils sont un peu affolés parce que le nombre de cas de Lyme en quelques années a été multiplié par 35. C'est énorme, c'est une croissance exponentielle. Absolument exponentielle, oui, oui, bien sûr. Et ça, c'est basé sur des études purement sérologiques. C'est vrai que le test actuel qui n'est pas parfait, c'est-à-dire qu'il y en a probablement beaucoup plus que ce qui repère aujourd'hui. D'accord. Donc, il faut noter la Pologne. La Pologne, parce que c'est une question posée. Il n'y a pas que la Pologne, mais je pense que... il y en a, si c'est le sud de la Pologne... Il y en a beaucoup plus dans le sud que dans le nord, peut-être pour des raisons climatiques, de chaleur, d'humidité. Oui, sûrement. Mais à ce moment-là, oui, c'est toute la région, la Silésie, etc. Il faut également noter que c'est la région qui est frontalière avec la République tchèque, avec la Slovaquie, avec l'Ukraine aussi d'ailleurs. Par conséquent, c'est tout à fait intéressant de le noter. Il faudra voir avec les Polonais. On n'a pas de données vraiment venant de la Fédération de Russie pour l'instant. C'est un peu l'omerta là-bas. Oui. Vous pensez qu'il y a un déni Non, mais je ne communique pas trop sur ces données, donc je ne sais pas. Oui, c'est-à-dire que la Russie, pour des raisons qui tenaient déjà à l'époque à l'URSS, ne communiquait pas énormément. Mais on peut les interroger quand même, Moi, j'ai de bons rapports avec des organismes russes ici en France, et je peux leur poser la question, si on peut faire avancer l'affaire et le dossier, pourquoi pas. Voilà. Donc, au niveau européen, la Scandinavie. Alors, il y a énormément de maladies attiques. Alors, pas que la maladie de Lyme, parce qu'ils ont en plus des maladies dues à des virus. Ce qu'on appelle l'encéphalite attique d'Europe centrale qui remonte sur la côte suédoise, qui n'a rien à voir avec la maladie de Lyme. C'est une maladie du cerveau, si je comprends bien. Il y a des formes bénignes, il y a des formes qui donnent comme une simple grippe, il y a des formes qui donnent une méningite, d'autres une encéphalite. Et dans les formes sévères, il peut y avoir des paralysies, des décès. Et puis quand on s'en remet, quand on n'est pas mort, on peut garder des séquelles. C'est-à-dire des gens peuvent rester avec des dommages cérébraux. Des paralysies, voilà. Alors il y a un vaccin pour cette maladie qu'il ne faut pas du tout confondre avec la maladie de Lyme, parce que quelquefois les gens, entendant parler de ce vaccin, pensent qu'il y a un vaccin pour le Lyme. Non, il n'y a pas de vaccin pour la maladie de Lyme. Il y a un vaccin pour les chiens, mais pas pour les humains.
Et il y en aura? Il y en a eu un, mais comme il avait réveillé les symptômes de la maladie, parce que c'était utilisé dans une région où beaucoup de gens étaient déjà porteurs de la maladie sans trop le savoir. Et quand on injecte l'antigène du vaccin, qui est un extrait de la bactérie, ça a redéclenché une réaction immunitaire qui a fait que ça a redéclenché de l'inflammation dans les articulations, dans les muscles, là où la bactérie était probablement en train de dormir. Ça l'a réveillé. Voilà, et alors vous connaissez les Américains, dès qu'il y a un problème avec un médicament, un vaccin, ils portent plainte. Et le laboratoire fabricant a eu peur et a retiré le vaccin. Et ça a refroidi aussi les autres fabricants. Alors, ils sont en train de travailler sur des nouveaux vaccins, mais je crois qu'on ne pourra pas gagner la partie qu'avec des vaccins, parce que le vaccin va marcher que sur une seule espèce de Borrelia. Il faudrait faire plusieurs vaccins sur toutes les espèces et les variants qui sont dans le monde. Et je crois que là, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, ne serait-ce qu'au point de vue coût, d'ailleurs, oui, puis ça va être très difficile à mettre au point. Je pense qu'on peut arriver à mettre au point un vaccin efficace sur une bactérie, mais ça ne résoudra pas le problème de toutes les maladies associées. Oui, de toutes les autres bactéries, d'accord. Très bien. Bon, vous avez parlé de l'Amérique latine où il ne se passe rien, finalement. Alors, il y a des cas de maladie de Lyme, de maladies équivalentes. Bien sûr, il y a même des chercheurs brésiliens qui ont identifié des malades qui avaient la piqûre de tique, l'érythème migrant, qui ont vu des petites bactéries spiralées comme les Borrelia, mais ils n'ont jamais pu les identifier pour l'instant. Moi, je sais par des Français qui habitent au Brésil, en Argentine, il y en a qui sont tombés malades, avec souvent des tests négatifs. Donc, je pense qu'il doit y avoir d'autres souches très voisines, mais qui ne sont pas repérées. Mais qui ne sont pas, oui, voilà. Très bien. Et dans des pays comme la Bolivie. Alors, ce que vous me dites, moi, vous savez peut-être que je suis proche de la Fondation Rolf Follereau, qui travaille sur la lèpre, le cerf de Buruli, etc. Donc, il y a peut-être aussi des choses à faire. Mais alors, Follereau travaille effectivement sur les pays du tiers-monde en général, sur l'Afrique, un peu sur l'Amérique latine, sur Haïti, sur le Brésil, et ça. Mais peut-être qu'on pourrait leur proposer au moins d'aider, peut-être de participer, d'aider à la réflexion là-dessus. Moi, je le ferai volontiers, Voilà, donc, écoutez, je crois qu'on a fait un sérieux tour d'horizon. Alors, il y a les Balkans aussi. Moi, je m'intéresse beaucoup aux Balkans, ne serait-ce que pour essayer d'y semer la paix, enfin, en tout cas, la détente. Et Dieu sait si c'est pas facile. Dans les Balkans il y a beaucoup de maladies à tic dans les Balkans. Il n'y a pas que la maladie de Lyme, mais il y en a sûrement. Il y en a beaucoup dans l'ex-Yougoslavie, alors que ce soit la Slovénie, la Croatie. C'est un petit peu plus loin, mais dans toute cette région, il y a beaucoup de tiques et beaucoup de maladies à tic, dont la maladie de Lyme. Ah oui. Moi, je connais la Croatie, je connais la Bosnie-Herzégovine. Je suis passé par la Slovénie, mais uniquement par l'aéroport de Ljubljana. Et par conséquent, je ne suis pas... Ah, on m'amène des fiches. Ah, voilà, tout un paquet de fiches. Vous voyez, je savais que cette maladie intéresserait beaucoup de monde. Alors, je vous les lis, je m'interromps, je vous les lis. Alors, Europe 33, Free FR, Courtoisie, Radio Courtoisie, l'hôpital Bichat, Claude Bernard, et Porte de Saint-Ouen, à l'autre bout du 18e, courtoisement. Alors, c'est un certain monsieur Jacquin qui nous dit ça. Oui, l'hôpital Bichat, je suis encore passé tout à côté ce matin en venant à Radio Courtoisie. Non, parce que tout à l'heure, je parlais de l'ancien hôpital Claude Bernard, qui était l'hôpital historique, qui était Port d'Aubervilliers. Oui. Quand il a été rasé, on a mis une petite annexe à Bichat, qu'on a appelé Bichat Claude Bernard, mais ça n'a rien à voir. C'est toujours une activité de maladie infectieuse, mais ce n'est pas le grand hôpital Claude Bernard tel qu'on l'a connu, qui était le temple des maladies infectieuses. Oui, alors, pour être un petit peu plus précis, vous descendez à la Porte de Saint-Ouen, vous descendez l'avenue de la Porte de Saint-Ouen et vous verrez l'hôpital Bichat sur votre droite, au fond des rues sur la droite. Alors, on dit nom, Vigné, etc. Service concerné, adhésion, sujet, mission en cours. Quid du dépistage de la maladie de Lyme par test sanguin. Alors, les tests sanguins, les autotests vendus en pharmacie sont très mauvais. Tout le monde est d'accord, même les associations de malades, l'agence du médicament. Donc, on espère qu'ils seront retirés un jour, parce que c'est une affaire commerciale. Et déjà, les tests faits dans des laboratoires ne sont pas très bons. Alors, cela... C'est le problème du médicament. Oui. C'est le problème après, le test officiel dit sérologie par l'ELISA et le Western Blot, c'est des termes un peu techniques, mais qui
détermine des méthodes, ne dépiste pas tous les cas. L'ELISA, rien que pour la souche Burgdorferi, alors qu'il y a d'autres souches, ça dépiste au maximum 60% des cas. Donc on est loin du 100% annoncé et ça ne dépiste. En France, on cherche 3 espèces de Borrelia. Aux États-Unis, au Canada, on ne recherche qu'une, mais on ne recherche pas les autres. D'accord. Alors, autre question d'une auditrice. Une analyse de sang permet-elle de diagnostiquer la maladie de Lyme ? C'est un petit peu la même question, malheureusement. Quand c'est positif, vous êtes sûr que vous avez eu la maladie, mais vous n'êtes pas sûr qu'elle est toujours active. Ce qui permet de faire la différence, c'est que vous avez toujours des signes cliniques qui évoluent, les symptômes. Là, vous pensez qu'elle évolue, mais il y a des gens qui ont des anticorps et qui n'ont aucun symptôme. À ce moment-là, c'est qu'ils sont guéris. Ils peuvent éventuellement refaire la maladie plus tard, parce que les anticorps ne protègent pas, mais... D'accord. Et quand le test est négatif, ça n'élimine absolument pas une possible maladie de Lyme. Oui, bien sûr. Ok. Parfait. Alors, une auditrice encore. Monsieur le médecin, donc professeur, ça s'adresse à vous, par rapport à... Avez-vous des relations avec l'Autriche, laquelle, il y a 20 ans, a traité de ce sujet ? Tous les pays d'Europe plus centrale que nous sont concernés. Et prochainement, je vais en Autriche, invité par la Deutsche Borreliose-Gesellschaft, qui est la société allemande des maladies infectieuses, mais qui travaille avec les Autrichiens. Et il y a un congrès germanophone, comme moi je parlerai probablement en anglais, mais en tout cas, il y a de grands spécialistes de la maladie. À quel endroit ? Alors, c'est je me souviens plus trop, c'est une petite ville. Je crois que c'est Weimar, mais il faut que je vérifie, dans le sud de l'Autriche. D'accord. Alors, moi en Autriche, oui, bien sûr, au niveau pan-européen, nous avons des relations, je dirais, assez étroites avec l'Autriche, puisque Coudenhove-Kalergi lui-même était austro-hongrois. Et c'est ensuite Otto de Habsbourg, l'archiduc Otto de Habsbourg, qui a pris la succession. Aujourd'hui, c'est un Français, je m'abstiendrai de faire des commentaires. Malheureusement, mais donc nous avons toujours, notamment avec l'héritier de Otto de Habsbourg, son fils aîné, Karl, des relations qui sont des relations très, très sympathiques. Et Karl de Habsbourg a lui-même un fils qui a 20 ans, qui s'appelle Ferdinand Zvonimir, et qui est un passionné de course automobile. Alors je ne suis pas sûr qu'il s'intéresse à la maladie de Lyme, mais enfin, on peut toujours lui poser la question, c'est pas interdit. Voilà. Non, ce sont ceux qui s'occupent de courses de chevaux qui sont très concernés par la maladie de Lyme, parce que les chevaux tombent... Ah oui, mais là, c'est des chevaux vapeur. Les chevaux tombent malades, oui. c'est des chevaux vapeur et des voitures assez puissantes, parce que le jeune Habsbourg, puisque maintenant on ne peut plus les von Habsbourg, c'est interdit en Autriche, le jeune Habsbourg, qui est un garçon fort sympathique et assez beau gosse, qui doit avoir quelques succès avec les filles de son pays et d'ailleurs, veut entrer il est en Formule 3, il veut entrer en Formule 1. Voilà, donc voilà où on en est. Alors, un auditeur. Quelle différence y a-t-il entre Lyme et l'amnésie ? Alors, là... Il y a eu beaucoup de ces cas d'amnésie. J'arrive pas à lire. Ah, pendant la guerre, oui. Pourquoi ? La médecine officielle vous soutient-elle ? Merci pour cette excellente émission. Écoutez, je suis ravi. Alors, la maladie de Lyme, comme d'autres maladies qui peuvent attaquer le système nerveux, peut donner des troubles neurologiques, psychiatriques divers et variés, dont les troubles de mémoire. Donc l'amnésie éventuellement. Et c'est souvent une des premières plaintes des malades quand ils tombent malades, à part la fatigue, les douleurs. Et ils se plaignent de ce qu'ils appellent le brouillard cérébral, alors qui n'est pas un terme très médical, mais qui dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire une sensation de trouble de mémoire, trouble de concentration, de ne pas savoir trop où on est, de plus se souvenir des choses. Et donc, bien évidemment, beaucoup de gens qui ont une maladie de Lyme sévère avec atteinte neurologique ont de gros troubles de mémoire. Et à partir d'un certain âge, on pense peut-être que c'est la maladie d'Alzheimer. Voilà, oui. C'est oui. ça. Hein. D'ailleurs, il y a des preuves scientifiques. Alors toujours nos dénégateurs ne veulent pas le reconnaître. Pourtant, c'est publié par 3 équipes différentes sur plus de 15 ans. On sait que des cas tout à fait authentiques de maladie d'Alzheimer sont des maladies de Lyme avec atteinte neurologique. C'est prouvé. Il y a des chercheurs qui ont recherché ça dans des cerveaux d'Alzheimer, des cerveaux de gens décédés d'autres maladies. Et ça a été formellement montré, mais ce n'est pas accepté aujourd'hui. Oui.
C'est assez dramatique, comme quoi les choses sont quand même très sérieuses. Alors, une auditrice, êtes-vous au courant de l'affaire Viviane Chalère? Ah bah oui, bien sûr. Oui. Actuellement poursuivie en justice et doit rembourser la sécurité sociale pour des soins apparemment pas reconnus qu'elle a eus. Que devient-elle? C'est Alors, une moi, je question ne que j'ai peux pas me failli vous prononcer poser. parce que voilà, elle a perdu le procès en appel et actuellement, c'est en. Je crois que En le dossier est cassation. à la Cour de cassation, donc je ne peux pas me prononcer sur un dossier actuellement dans la Cour. Mais je connais bien son dossier C'est parce que évident, c'est j'ai évident. été la défendre lors de deux premiers procès. Mais... Voilà, d'accord. Un de mes amis m'avait d'ailleurs conseillé de la contacter pour cette émission, mais Viviane Chalère, je l'avais contactée il y a 6 mois. Et je n'ai jamais eu une réponse. Alors je considère, a priori, je connais bien l'Alsace et les Alsaciens. Hein, j'ai bien compris que si elle n'avait pas répondu, c'est qu'elle ne souhaitait pas. Voilà, au moins les choses sont carrées et claires. Alors, une auditrice, comment attrape-t-on cette maladie? Je ne sais pas si on l'attrape, c'est elle plutôt qui nous Ouais. attrape, si j'ai bien Alors, c'est compris. essentiellement par les piqûres de tiques. Oui. Ça, c'est démontré, parce que les pics de transmission, c'est pendant les périodes d'activité des tiques. Alors, les tiques se réveillent au printemps. Il y a une forte contamination pendant l'été, à l'automne. Normalement, elles s'endorment, elles se calment pendant l'hiver. Mais maintenant, peut-être à cause du changement climatique, on voit des gens piqués par les tiques faire des érythèmes migrants et démarrer la maladie en plein hiver. Bon, c'est plein beaucoup plus hiver. rare, mais ça arrive. D'autres insectes, c'est pas bien démontré. Les moustiques, on a trouvé quelquefois quelques borrelia, mais c'est un mauvais vecteur. Beaucoup de gens signalent d'être tombés malades après des piqûres de thon. Mais il y a eu très peu d'études là-dessus. Mais c'est essentiellement les tiques, grosso modo. Oui, d'accord. Les moustiques, oui, ils véhiculent d'autres maladies, notamment dans les pays tropicaux, bien sûr. Quant au thon, oui, en général, ça s'infecte très facilement. Je veux dire, il faut beaucoup faire attention à ces choses-là. Bien, voyez, chers auditrices, chers auditeurs, je suis ravi parce que il y a toute une série de questions qui a été posées déjà la dernière fois, et c'est ce qui m'a donc, je l'avais dit au début, incité à refaire une émission sur la maladie de Lyme. Ça suscite un intérêt extrêmement vaste. Voilà, il est 12h54, nous avons encore à peu près 5 minutes avant d'appeler notre maire de Remiremont, Jean Ingré. Est-ce que vous voulez faire un commentaire encore, Ce que je voulais dire, j'en profite d'être là pour faire de la prévention, c'est-à-dire de dire aux personnes qui nous écoutent, les parents, ils passent le message à leurs enfants, que quand on va dans la nature, on peut être contaminé dans la forêt, mais aussi dans son jardin. Il faut prendre au sérieux les piqûres de tiques, éventuellement mettre des répulsifs si on a une peau qui les attire facilement. Il y a des répulsifs chimiques qu'on peut demander conseil à son pharmacien. Il y a des répulsifs naturels maintenant à base de plantes en spray qui ont été validés, qui sont recommandés par l'agence du médicament. Oui, et on trouve ça dans toutes les pharmacies. Le répulsif naturel, le citriodiol 30, on peut le trouver facilement, je pense. Et après, il y a je sais maintenant des chasseurs, alors là c'est moins validé, il y a un peu de polémique là-dessus, ou des gens tout le temps dans la forêt qui utilisent des huiles essentielles à base d'eucalyptus, de curcuma, de plantes réputées donner une odeur à la sueur qui fait fuir les tiques. Je crois que c'est... Et puis après, quand on rentre de cette activité dans la nature, de s'inspecter. Alors c'est facile devant, dans le dos, il faut demander à quelqu'un, c'est dans le conduit auditif, dans les cheveux, bien sûr, oui. dans les plis, et puis en sachant que les nymphes elles peuvent faire 1-3 mm. Et c'est petit. Oui, c'est tout petit. L'adulte, on la voit bien en général quand elle est gorgée de sang. En plus, ça peut faire plus d'1 centimètre. Mais une nymphe qui fait 2 mm, je vous assure, entre les poils, on la voit pas bien. Puis dans les cheveux, on la voit pas du tout. Alors, quelquefois, on la sent passant le doigt, on sent le petit derrière de la tique qui en relief. Mais c'est pas toujours facile à repérer, à enlever correctement. Il faut rien mettre dessus avant. Alors, quand on tire, il faut acheter le mieux, c'est d'acheter un tire-tique chez votre pharmacien et comme un petit pied de biche. Il y a un petit modèle pour les nymphes, un grand modèle. Et il faut toujours tourner la tique pour l'enlever. Oui, c'est ça. Il faut la visser ou la dévisser comme vous voulez, mais il faut tourner, sinon elle va se casser. Et puis bien désinfecter après avec un produit à base d'alcool ou d'antiseptique local. D'accord. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez pris note, au moins dans votre mémoire, voire sur un papier, de ce que vient de dire le professeur Perron. Je pense que c'est tout à fait important.
Et on avait déjà évoqué il y a 6 mois le cas, par exemple, des jeunes scouts qui marchent en forêt, aux parents des jeunes scouts, surtout quand votre enfant revient de son dimanche dans la nature, n'hésitez pas à regarder, à l'inspecter soigneusement de manière à voir s'il n'a pas contracté une tique. Alors, vous parliez de produits qui font fuir les tiques. Qu'est-ce qui attire les tiques? Alors, je crois qu'elles fonctionnent un peu avec les infrarouges. Je ne suis pas très sûr, parce que je ne suis pas un spécialiste de la tique, mais en tout cas, elles arrivent à repérer si un animal ou un homme à corps chaud passe à proximité. Elles ont un petit radar qui repère, et à ce moment-là, elles se laissent tomber sur leur victime, et elles vont aller dans un endroit pour aller piquer, et faire leur repas sanguin qui peut durer, quand elles ne sont pas dérangées, ça peut durer 2-3 jours. Ah oui, à ce point-là. Voire plus longtemps avec certaines espèces. À ce point-là, elles sont voraces à ce point-là. Non, je posais la question parce que j'ai lu récemment que les moustiques, par exemple, étaient attirés par notre gaz carbonique. Oui, c'est possible. Je ne connais pas le détail chimique, mais il est sûr que l'odeur de la peau, de la sueur ou certains éléments qu'on sécrète sans s'en apercevoir l'attirent. Et on sait tous, même dans une famille, dans un groupe de scouts, qu'il y en a qui attirent tout le temps les tiques et d'autres pas. C'est pareil avec les moustiques. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je sais que je suis assez sensible aux moustiques. Hélas, quand j'étais en Guyane, j'en avais un certain nombre qui me tournaient autour. Merci, madame. J'essayais de m'en protéger. Voilà, on vient encore de m'amener des fiches. On va essayer de les regarder rapidement, puis on appellera Remiremont. Alors, auditrice ayant été vaccinée contre l'hépatite B en 2017 au niveau des genoux, du genou droit, elle a fait une dépression tissulaire. Que pensez-vous des vaccins anti-hépatite B? Le vaccin anti-hépatite B est un vaccin remarquable et toutes les polémiques sur la sclérose en plaques, je crois qu'il faut oublier, ça avait été des histoires qui avaient été montées en épingle par certaines personnes. Il n'y a jamais eu aucune preuve et on sait que le vaccin hépatite B est bien toléré, mais ça n'a rien à voir avec la maladie de Lyme. D'accord. Alors, autre auditrice, pourquoi subitement cette maladie est apparue? Cette dame d'un certain âge n'en avait jamais entendu parler. Alors, dame d'un certain âge, je ne sais pas si c'est la personne qui intervient. Alors, je crois avoir lu quelque part que des examens fossiles avaient montré qu'il y avait des tiques il y a plusieurs millions d'années. Ah oui, mais il y a l'homme fossile qu'on a retrouvé congelé dans le Tyrol avait plus de 5000 ans. Il portait une bactérie proche de la maladie de Lyme. Donc les Borrelia sont très anciennes. Après, il s'est passé un phénomène peut-être de mutation qu'on n'explique pas bien entre les années 50 et 70 qui fait que la maladie a commencé à exploser dans certaines régions du monde. D'accord. Alors, un auditeur, merci pour l'émission et la présence de l'invité de la part d'un papa d'une patiente atteinte de sclérose en plaques et qu'un généraliste a remis sur pied en traitant la maladie de Lyme et qui est dans le collimateur de la sécurité sociale à cause de la quantité d'antibiotiques prescrits. Oui, effectivement, c'est une... on accuse souvent ceux qui veulent appliquer un traitement important de charlatanisme. Ah, tout à fait. Alors ça se calme un petit peu en France. Il y a encore quelques cas d'attaque par la Caisse d'assurance maladie régionale, mais au niveau national, ça se calme beaucoup. Mais quelques dizaines de médecins avaient été attaqués par les autorités de santé en les traitant de charlatans. Très bien. La technique me fait signe. Je pense que nous avons Jean Ingré en ligne. Oui, bonjour. Alors oui. Bonjour Monsieur le maire, je suis ravi de vous accueillir à l'antenne. Alors je serais heureux bien sûr que vous nous parliez d'abord de Remiremont un petit peu parce que tous nos auditeurs ne connaissent pas forcément Remiremont. Moi je connais bien, vous le savez, pour y vivre, hein. Mais peu de gens connaissent Remiremont, c'est dommage d'ailleurs parce que c'est une charmante petite ville. Bon, vous présidez aux destinées de la ville, alors je voudrais que vous nous parliez donc quelques instants de Remiremont, et puis ensuite du problème, évidemment, pour être opérationnel, il faut parler du véritable problème qui nous occupe, qui est le problème de la survivance de la maternité dans un premier temps, de l'hôpital dans un deuxième temps, et qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement, vous me direz ce que vous en pensez. J'avais pensé peut-être faire
un petit colloque, enfin un colloque qui aurait certainement quelques retombées médiatiques quand même, à Remiremont, avec par exemple le professeur Perron, s'il veut venir, etc. On pourrait peut-être faire quelque chose pour démarrer une action, pour donner le top départ d'une action. Oui, très Voilà. bien. Donc, Oui. oui, Daniel. Oui, donc je me lance. Bonjour à tous les auditeurs. Donc Jean Ingré, maire de Remiremont depuis un peu plus d'un an. Donc Remiremont, une ville d'un peu moins de 10 000 habitants au cœur des Vosges, la plus belle ville des Vosges. J'invite vraiment tous les gens qui veulent découvrir une ville au charme et au caractère bien identifiable, puisque c'était la ville des chanoinesses, des femmes de pouvoir qui, pendant plusieurs siècles, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, aussi, Oui, bien sûr. on dirigeait la ville. C'était la seule entité urbaine dirigée par des femmes pendant plusieurs siècles en Europe occidentale. Et ça marchait pas plus mal. Et c'est pour ça que les femmes, Daniel, il faut que les femmes reprennent le pouvoir en politique et que moi, en tout cas, à mon niveau, j'essaye de pousser un maximum de femmes à s'engager pour la vie démocratique. C'est très bien, mais je suis pas dans le bon sexe alors. et puis je suis trop vieux. Eh oui, mais je compte sur vous pour qu'on puisse ensemble trouver de jeunes talents au féminin. Pourquoi pas. Faudra voir avec ma femme, parce que je pense qu'elle risque d'être un peu méfiante de ce côté-là. Donc Remiremont, une charmante ville au cœur des Vosges, avec vraiment un site architectural remarquable, une ville où il fait bon vivre. Et oui. Nous avons la chance d'avoir eu le président Poncelet, l'ancien président du Sénat. J'allais vous le dire alors, non seulement il y a Christian Poncelet, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a Jules Ferry, Jules Méline, etc. Donc c'est une ville qui a sécrété, si on peut appeler ça comme ça, un certain nombre de talents politiques extrêmement importants. D'ailleurs, Christian Poncelet est ardennais, hein, il n'est pas vosgien, encore que. Et Vosgien, il est devenu, et il dit souvent entre Vosgiens, et voilà, donc très bien. J'espère qu'il va bien. Vous avez assisté à son déjeuner des 90 ans, je crois. Oui, c'est 90 ans avec la vieille garde, entre guillemets, des conseillers généraux avec qui il est parti à l'assaut du département il y a déjà un peu plus de 50 ans, parce que le président Poncelet, c'est 153 ans de scène politique locale et nationale, voire internationale, même s'il a été dans tous les bons coups. C'est un homme remarquable. Un homme remarquable qui nous a permis, en tout cas, à nous, Romarimontains et Vosgiens, déjà d'être connus, puis avoir des infrastructures de qualité, une autoroute, un TGV. On a vraiment eu de la chance d'avoir cet homme-là. Il faut essayer de conserver ça, parce que j'entends dire que le TGV serait plus ou moins condamné. Alors moi, je sais, je suis bien placé pour le dire. Il m'est arrivé de faire un aller-retour sur Paris, non seulement dans la journée, mais dans la demi-journée, c'est-à-dire de venir par le TGV de 6 heures, d'être à Paris à 9 heures, de tenir ma réunion et de repartir par le TGV de 12 heures, je sais plus quoi, 12h28. 12h28, et d'être à 15 heures à nouveau à mon bureau chez moi après avoir mangé un sandwich. Hein. Oui, non, c'est vrai qu'on a de la chance de pouvoir se rendre à Paris pour une journée avec un TGV direct. En un peu plus de 2 heures, on est à Remiremont et au cœur des montagnes vosgiennes. Oui, très bien. Et là où il y a des tiques. Et il y a des tiques, malheureusement, pour les gens qui sont touchés. Et c'est vrai que cette maladie est un fléau et nous essayons, nous, dans la mesure de nos moyens, déjà de faire de la prévention. Figurez-vous, Daniel et chers auditeurs, que j'étais avec une association pas plus tard que vendredi dernier, l'association l'Impact, qui est une association qui vise à prévenir justement de la maladie de Lyme et à informer le grand public. Oui, c'est tout à fait intéressant, oui, bien sûr. C'était l'association... c'est ce qui est intéressant pour lutter contre cette maladie et ce fléau, c'est que moi je le vois au
au niveau de Remiremont et de sa région, beaucoup d'associations se mettent ensemble pour prévenir, faire la promotion, par exemple de l'Impact. J'étais invité par l'association Le Club Évasion, une association sportive qui fêtait ses 35 ans. Et à ce moment-là, l'association du Club Évasion a donné un chèque de 550 € pour soutenir l'association l'Impact contre la maladie de Lyme. Oui, alors il y avait d'ailleurs une émission, lors de notre émission précédente, il y a 6 mois, il y avait Madame Astier d'ailleurs qui habite, je crois que le professeur Perron l'a soignée à un certain moment, voilà, qui habite à la Bresse. Enfin, je pense qu'il y a moyen de mobiliser du monde là-dessus. Alors, moi, mon idée, si vous voulez, c'est de faire donner une espèce de coup d'envoi, même s'il y a déjà eu des réunions qui ont eu lieu, un espèce de coup d'envoi, donc par une sorte de colloque, une conférence, où on verra bien quel profil donner. Et comme je sais que la mairie a un certain nombre de locaux qu'elle pourrait mettre, ne serait-ce qu'au centre culturel, où il y a la petite salle, et puis il y a également le grand amphithéâtre, donc on peut accueillir et recevoir du monde. Ah oui, bien volontiers en tout cas, pour qu'on puisse organiser une belle manifestation. On met tous les locaux à disposition, on vous donne un coup de main bien volontiers pour l'organisation de celle-ci. Oui. Bah, écoutez, je vais venir vous voir. Donc, je rentre ce soir. Demain, je suis pas sûr. Enfin, demain, je prendrai contact avec votre secrétariat, puis on se verra peut-être mercredi ou jeudi. Voilà. Oui, avec plaisir. Voilà. Donc, vous êtes tout à fait partant pour engager un combat contre la... Alors, donc, une idée. Tout à l'heure, avec le professeur Perron, on rappelait que il y a 2 centres en France de lutte contre la maladie de Lyme, et mon souci c'était de savoir si c'était suffisant. Donc le professeur dit non, c'est totalement, il vient encore de secouer la tête, c'est totalement insuffisant, et donc il faut se mobiliser pour... Il faut se mobiliser, voilà. Alors, parlez-nous un petit peu de l'hôpital, parce qu'on ne sait pas très bien où on en est. Moi, je sais que c'est un hôpital qui est menacé, parce que je tiens d'un médecin qui travaille à Épinal. L'agence régionale de santé dit c'est pas la peine d'avoir 2 hôpitaux, un à Épinal, l'autre à Remiremont, il y a 25 km de différence, par conséquent, pour 2 hôpitaux importants. Alors, c'est quand même effectivement quelque chose d'essentiel. C'est le gros employeur du canton, pour rappeler l'expression de Christian Poncelet. Et je crois qu'il faut se bagarrer quand même pour le conserver, pour une raison très simple, c'est que sa zone de patientèle déborde largement sur la Haute-Saône, sur la région de Luxeuil, etc. Donc c'est pas négligé. Oui, c'est un combat qu'on livre avec mon adjoint Philippe Clocher, puis ainsi que tous les élus du bassin de vie. C'est un combat qu'on livre depuis 1 an et demi, depuis que je suis élu. Et oui, comme vous le rappeliez, Daniel, c'est à travers le cas de l'hôpital de Remiremont, ça touche aussi d'autres cas en France sur les déserts médicaux. Et c'est vrai que l'argent public s'amenuise et que les agences régionales de santé veulent diminuer les services à la population. Et cela pose de vraies questions, parce que nous, notre hôpital dessert un bassin de vie qui va quand même des portes de l'Alsace, Oui. donc jusqu'à Épinal, et en passant aussi par la Haute-Saône, le département voisin, donc avec un rôle entre guillemets pivot. Et donc s'attaquer à l'hôpital de Remiremont, c'est s'attaquer aussi c'est bien mon avis, à la santé des gens qui habitent les différentes vallées, les montagnes vosgiennes et haute-saônoises. Voilà, un peu plus de 130 000 personnes sont patients dans cet hôpital. Oui. Dont moi-même d'ailleurs. Moi aussi. Voilà. Très bien. Donc, écoutez, pour l'instant, je pense que on a fait un peu le tour de la question. Alors, la maternité, c'en est où ? Pour l'instant, la maternité est sauvée. On l'a mis de côté dans les tractations entre l'hôpital d'Épinal et l'hôpital de Remiremont. Parce que c'est vrai l'ARS nous a demandé de rationaliser l'offre de santé entre ces 2 hôpitaux
pour faire Oui. quelques économies, même si je vous avoue que ça semble très compliqué. D'ailleurs, le président Macron l'a rappelé hier soir que la T2A, la tarification médicale était vraiment une mauvaise chose. Et on le partage aussi. C'est vrai qu'on cherche toujours à faire des économies, mais malheureusement, c'est sur le dos du patient et sur l'offre qui est proposée, Oui. l'offre de santé qui est proposée. Oui, vous savez, des économies on peut en faire, mais il y a bien d'autres secteurs sur lesquels on peut les faire. Totalement. Totalement. Voilà. Donc, mais ça, alors, on est dans la politique là. Par conséquent, c'est peut-être une chose qu'on pourrait examiner pour les prochaines municipales, par exemple. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Bien. À part ça, je pense que tout va bien. Alors, j'ai appris que vous aviez un héritier. Ça y est. Ça y est, une héritière. C'est une héritière. Vous aussi, vous faites des filles. Vous êtes comme moi, vous faites des filles. Voilà. Et on renoue avec la tradition des femmes. Voilà. Bon, elle sera certainement pas chanoinesse, mais... Non. Quoique, on ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais, absolument. Voilà. Donc, écoutez, c'est très bien. Moi, je retiens de cette émission, mais j'y viendrai, je ne vais pas vous mobiliser. Je sais que vous êtes très pris. Donc, j'appelle votre secrétariat demain pour qu'on se rencontre mercredi ou jeudi. Avec grand plaisir, Daniel. Ok. Là, je suis en train de parler justement... Je suis en train de parler avec Jean Lassalle, le député des Pyrénées. Je connais. Qui est venu sur Radio Courtoisie pendant la présidentielle d'ailleurs. Oui. Et qui est venu nous soutenir pendant les élections présidentielles, qui est venu soutenir mon action au niveau de l'hôpital de Remiremont et plus particulièrement de la maternité. Oui. C'est vraiment un homme de qualité et de conviction. Je n'en doute pas. Il n'a qu'un défaut, c'est que quand il parle, moi je le comprends pas, parce qu'il a un accent absolument épouvantable. Je le comprends pas. Il faut dire qu'avec l'âge, je suis devenu un petit peu dur d'oreille, et par conséquent, Jean Lassalle, mais enfin bon, je pense que c'est quelqu'un de tout à fait estimable. Et s'il revient à Remiremont, je viendrai peut-être l'écouter. Hein ? Avec plaisir. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, monsieur le maire, cher Jean Ingré, j'ai été ravi de vous avoir à l'antenne. Donc, on se prend rendez-vous et je crois qu'en liaison avec le professeur Perron, on va essayer de monter un événement quelconque pour faire un peu bouger les lignes prochainement. Hein, voilà. Très bien. Voilà, merci. si vous voulez bien assumer la logistique, donc ça sera parfait. Très bien. Merci Daniel et merci aux auditeurs. Voilà. À bientôt. À bientôt. Oui, au revoir. Bien, professeur, est-ce que vous avez un commentaire à faire, un avis à donner, le commentaire, une perspective? J'espère qu'on va sortir de toute cette guerre stérile par le haut, par la recherche, et qu'on va avancer avec des bonnes données. Mais pour ça, il faut effectivement avoir des financements pour la recherche. Bon, et les financements dépendent de qui ? Alors, les financements publics, ça a commencé, mais c'est quand même largement insuffisant par rapport à l'enjeu. Il faudrait aussi que l'industrie pharmaceutique s'intéresse à cette thématique, parce que sans l'argent de l'industrie, on n'aura pas grand-chose. J'allais le dire, il y a quand même les laboratoires qui, ne serait-ce que pour des questions d'intérêt, peuvent mettre un peu d'argent sur la table quand même, parce que l'argent, il est là. Mais pour l'instant, ils ne s'y étaient pas intéressés, parce qu'on leur avait dit que c'était une maladie rare, que le test était parfait, que ça guérissait en 15 jours, et en plus, c'était polémique. Donc, les dirigeants, je pense, des entreprises de tests diagnostiques ou de nouvelles molécules pour des traitements n'étaient pas très chauds d'investir. Mais maintenant, la bonne nouvelle, j'ai vu la maladie de Lyme figurer dans les recommandations prioritaires pour l'industrie. Donc j'espère que ça va suivre. Oui, très bien. Il faut essayer de s'appuyer sur des grands laboratoires ou éventuellement des laboratoires spécialisés. Il n'y a pas de préférence. Je pense que c'est la motivation qui compte avant tout et de même avancer modestement au début, mais d'avoir des résultats pour convaincre les plus gros. Je vais voir avec la Fondation Prometheus éventuellement si on peut activer un peu les laboratoires pharmaceutiques. Je pense qu'effectivement, c'est de là que peut venir le laboratoire pharmaceutique et peut-être d'autres choses qui tournent autour, mais aussi les huiles essentielles, etc., pour arriver à faire bouger un petit peu les lignes. Je crois d'ailleurs que plus ça va, moins les gens comptent sur les politiques et de plus en plus sur les initiatives privées. Par conséquent, c'est ce qu'on pourrait faire.
Bien. Autre commentaire? Non, c'est juste pour dire, pour finir sur la recherche, qu'il y a des très bonnes équipes de gens reconnus comme des chercheurs de grande valeur qui commencent à se rapprocher de moi, qui disent le Lyme, on y croit, on veut y aller. Mais pour l'instant, on manque encore de l'argent. C'est très bien, c'est très bien. Ce que je vous demanderais peut-être, c'est si vous pouvez, dans la perspective d'un événement à venir dont on vient de parler avec le maire de Remiremont, si vous pouvez monter un dossier avec vos collaborateurs, vos collaboratrices, vos collaborateurs, si vous pouvez monter un dossier d'intervention conséquent, de manière à... Moi, je crois, si vous voulez, que... Je le vois bien, je reviens à Pan-Europe parce que Dieu sait que c'est quelque chose qui me concerne. J'ai repris, je dois dire, c'est pas du tout pour me faire mousser, mais j'ai repris l'Union pan-européenne de France en 2015 dans un état quasi moribond. Quasi moribond. J'ai commencé, alors c'était un club de gens, une sorte de club de discussion, de gens un petit peu vieillissants, s'il y a une gloire politique, bon, je ne citerai pas de nom, ils se reconnaîtront s'ils nous écoutent. Et donc en 3 ans, j'en ai fait un réseau réactif, coopératif, un véritable cerveau collectif, si vous voulez, ça marche bien. Et puis également, par réseautage, j'ai constitué autour un réseau d'ailleurs, de plus de 200 maintenant. On dépasse les 200 relais stratégiques. Donc il y a moyen de travailler. Je crois qu'il y a moyen de travailler. Et maintenant, on aborde d'ailleurs le système international parce que Pan-Europe international ne donne pas satisfaction. Voilà, donc ceci pour dire que on arrive à mobiliser autour de soi. Et là, je suis tout à fait d'accord pour travailler. Si vous voulez qu'on coopère, moi je suis tout à fait partisan, d'accord, d'avance pour coopérer. Dans le cadre d'une progression, il faut créer une pression suffisante pour faire bouger les lignes. Ah, voilà à nouveau un message, merci. Alors, Pierre Besançon, oui, nous a déjà écrit. Bonjour messieurs, bonjour monsieur le professeur, bonjour chère équipe de la technique. Une question. En prévention et pour empêcher la tique de s'accrocher au corps lors de promenades en forêt ou en herbier, les produits anti-moustiques ou anti-puces, produits courants, peuvent-ils avoir un effet préventif ? Alors oui, dans les répulsifs que je citais tout à l'heure, je n'avais pas donné le nom, c'est les mêmes que ceux qui marchent sur les moustiques que les touristes prennent pour se prévenir du paludisme ou de la dengue. C'est les produits à base de DEET, qu'on appelle le DEET, ou à base de 35-35, comme dans, bon, je ne citerai pas toutes les marques, mais vous pouvez demander conseil à votre pharmacien. Ça, c'est les répulsifs chimiques, et à côté, il y a les répulsifs naturels. Donc le citriodiol, c'est à base d'eucalyptus et de citron vert, et l'efficacité répulsive a été démontrée dans un laboratoire à Neuchâtel qui l'a comparé à des répulsifs chimiques. Donc on commence à avancer aussi sur les produits naturels. Parfait, intéressant. En homéopathie, il y a des choses ? Moi, je ne suis pas du tout compétent en homéopathie, donc il faudrait demander aux personnes. Oui, vous réagissez en médecin, voilà. Y a ceux qui sont un peu compétents ou compétents, et puis ceux qui disent « Ah non, moi, l'homéopathie, je ne touche pas. » Bon, je vous pose la question parce que moi, je suis bon répondeur. Il se trouve que je suis bon répondeur, donc voilà. Alors, toujours M. Besançon, que je salue. Rebonjour. Ma deuxième question, la fibromyalgie peut-elle être une conséquence de cette maladie de Lyme ? Alors, je ne dis pas que toutes les fibromyalgies sont des maladies de Lyme, mais c'est certain qu'une bonne proportion peuvent en être, puisqu'on voit des malades atteints d'un syndrome fibromyalgique qui peuvent s'améliorer avec les traitements antibiotiques. D'accord. La fibromyalgie, moi qui ne suis pas du tout médecin... C'est un diagnostic un peu d'élimination quand un rhumatologue a un peu cherché... Non, mais je veux dire, c'est quoi la fibromyalgie ? C'est des gens qui ont des douleurs, qui ont des problèmes un petit peu musculaires, articulaires, qui sont fatigués. On ne trouve pas de diagnostic très précis. Ça ne doit pas être drôle, oui. Non, mais il y a beaucoup de gens qui sont suivis dans les centres antidouleurs, qui prennent des antalgiques pendant des années, des décennies, sans qu'on trouve vraiment la cause de leur mal. Et souvent, c'est mis sur le dos du surmenage et du psychisme. Oui, c'est ça. Je comprends bien. Il y a une frontière là qui est assez poreuse finalement avec la psychiatrie.
C'est peut-être là-dessus d'ailleurs qu'on pourrait se focaliser en disant la psychiatrie, c'est la psychiatrie, la maladie, parce que là c'est une maladie physique finalement. Alors, je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de psychiatres, j'en connais certains qui sont en train de changer leur vision. Ah oui. Il y en a qui ont reconnu que depuis qu'ils avaient fait leurs études de médecine, ils n'avaient plus examiné un malade. Parce que les psychiatres, ils parlent avec leurs malades, mais ils n'auscultent plus le cœur, ils ne regardent plus les articulations, les muscles, la peau. Oui, ils parlent, ils discutent. Voilà. Ils ne regardent plus trop les tests biologiques ou les IRM. Et là, il y en a qui sont en train de découvrir que parmi leurs patients, il y en a qui ont peut-être des maladies de Lyme ou des maladies très voisines et ils commencent à avoir un choc en se disant « mais je suis passé à côté pendant des années ». Et ça me fait plaisir qu'ils changent. Évidemment, quand on arrive à convertir les gens, on est toujours très content. Voilà. Écoutez, ça c'est aussi une chose à souligner parce que les psychiatres, moi je n'ai jamais fréquenté de psychiatre pour moi, et Dieu soit loué. J'espère que ça sera encore longtemps le cas, pour le peu qui me reste à vivre, enfin pour le temps qui me reste à vivre. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer des psychiatres, je dirais, sans être moi-même sujet, donc patient. Et j'ai toujours constaté que c'est un monde très particulier. C'est un monde très particulier, ce sont des gens qui vivent dans leur bulle et qui sont... on peut difficilement parler avec eux, on peut difficilement en tout cas se comprendre avec eux. Alors, une petite anecdote, il se trouve que dans mon quartier, j'ai un psychiatre et dont la femme me trimballe un énorme chien qui est beaucoup plus gros qu'elle et qui se fait traîner par le chien. C'est assez amusant parce qu'à chaque fois que j'en parle à ma fille, elle me dit oui, c'est bien une femme de psychiatre. Donc, voilà. Donc, on va peut-être pouvoir terminer, la technique m'a montré qu'il reste 5 minutes, on va peut-être pouvoir terminer sur une plaisanterie, encore que vraiment, ça ne le mérite pas. Voilà, en tout cas, je voudrais remercier les auditrices et les auditeurs. Bien sûr, s'il nous arrive encore des fiches, on verra si on a le temps de les exploiter. Vous voyez, là, j'en ai toute une pile qui montre à quel point est donc positif pour l'émission. Est-ce qu'on sera amené à faire une 3e mission? Je n'en sais rien, on verra bien. En tout cas, je vois le professeur Perron qui sourit, donc il ne serait peut-être pas contre, en tout cas. Et par conséquent, alors je voudrais revenir donc d'abord sur le livre du professeur Perron, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps d'entendre ce qu'on en a dit déjà, la vérité sur la maladie de Lyme, et on voit d'ailleurs une tique, c'est bien une tique, ça je suppose, qui est là, et ça paraît assez effrayant quand c'est grossi, voilà. Et donc c'est aux éditions Odile Jacob, voilà. Alors c'est un livre assez épais, mais qui me paraît tout à fait facile à lire, en tout cas je veux dire au niveau de la typographie. Également le livre de Yannick Schren, 11 mois d'enfer, donc ce jeune homme qui maintenant est guéri, ou à peu près je pense, à peu près guéri. Pas totalement, mais presque. Pas totalement, mais presque, c'est déjà quand même beaucoup. Donc Yannick Schren, S-C-H-R-A-E-N, 11 mois d'enfer, à la librairie Flammarion. On m'amène, je pense que ça sera la dernière fiche parce que le temps tourne. Les doctrines actuelles sont... Écoutez, je n'arrive pas à lire. Les doctrines actuelles sont les doctrines, j'ai l'impression, de l'antéchrist. Oui, apparemment c'est l'antéchrist. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas compétent non plus. Non, écoutez, je ne sais pas si l'antéchrist, à ce moment-là, on aurait pu considérer que l'antéchrist régnait sur le monde dès le début de la médecine, parce que, bon... Ce qui est sûr, c'est une polémique qui est, je dirais, digne du Moyen-Âge par l'intensité des combats, le refus de reconnaître des réalités scientifiques. Oui, d'accord. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Je me tourne vers la technique pour voir combien de temps il reste. 1 minute et demie. Bien. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, je ne voudrais pas quand même gaspiller cette minute et demie.
Je vous rappelle que nous aurons la prochaine fois une émission très différente qui portera sur le groupe de Visegrad et qu'on va peut-être intituler Le soleil se lève à l'est ou quelque chose comme ça. Donc pour l'Europe, je pense que l'Europe est en train de bouger. D'ici là, je vais voir si je peux contacter mes amis autrichiens et essayer de savoir ce qu'il en est de la maladie de Lyme en Autriche, en Hongrie, enfin dans toute leur zone, dans ce qu'on appelle les Balkans occidentaux. Nous verrons bien, je vous tiendrai bien entendu au courant. Alors, également, la maladie de Lyme est une maladie qui m'intéresse beaucoup, bien sûr, et je l'ai montré, mais j'aimerais faire également 2 émissions, une sur le diabète, je l'avais déjà dit, sur le diabète, et l'autre sur le cancer, ou les cancers, ou les diabètes, on peut d'ailleurs mettre au pluriel. On verra ce qu'on peut faire. En tout cas, ça sera dans le 2e semestre parce que c'est fini. Voilà, je vous salue à la prochaine fois et merci de nous avoir écoutés.